République. C'est un honneur, une fierté pour nous de la cellule de communication de l'AMP. Et donc voilà, donc je crois que Jolino Makelele, l'UDPS, donc l'UNC et toutes les autres forces significatives de l'opposition, le MLC, ont tout intérêt à simplement, comme a dit le ministre Mende hier, à simplement parler du Congo. Et c'est pas un problème de formalité ici. Retrouvons-nous pour parler Congo, pour parler du processus électoral. Je crois que, et j'espère que l'UNC en particulier, qui est une grande force politique, va mettre un peu d'eau dans son vin pour qu'on aille de l'avant. Ça c'est vrai. On va revenir à vous tout à l'heure pour savoir le pourquoi de ces dialogues et pourquoi on ne veut pas qu'on parle de ces derniers soi-disant mandats du président Joseph Kabila. Alors, Léopold Ndomba, vous êtes du Parti travailliste. Oui. D'accord ou pas, pour ou contre les dialogues? Non, en politique et surtout en démocratie, le dialogue est une vertu, hein, et il doit être permanent. Mais nous sommes d'avis que dans les circonstances actuelles de la vie politique en RDC, le dialogue est une nécessité, effectivement. Et pourquoi selon vous? Dans l'état actuel des choses, si vous regardez la crainte de toute l'opposition, hein, c'est de voir le président Kabila glisser et faire prolonger son mandat. Et nous avons l'impression que la forme actuelle du calendrier électoral amènera directement à ces glissements. Donc nous avons des choses à partager ensemble avec ceux de la majorité présidentielle à propos du calendrier électoral. Et notre désir de voir les jeunes Congolais qui ont atteint la majorité durant ce mandat ici, d'être enrôlés. Et il y a quelques opposants qui sont en prison, bien sûr, certains médias proches de l'opposition, entre guillemets, hein, vous l'avez dit, mais concrètement, est-ce que le Parti travailliste demandera ou dira au président? Je ne sais pas si vous avez suivi au moment de l'installation de l'honorable Steve Mbikaï en tant que porte-parole et autorité de l'opposition nationaliste. Il a donné un canevas de travail. Hein. Je crois que ce que fait le président Kabila actuellement en consultation, pour consulter les autres forces politiques, était déjà demandé par l'honorable Steve Mbikaï. Nous pensons qu'il faut nécessairement, avant qu'on convoque le dialogue, qu'il y ait une commission préparatoire, par exemple, et qu'on voie dans quelle mesure on peut décider déjà du format de ce forum, quelles sont les décisions que nous allons prendre et quelles seront effectivement la force de ces décisions que nous prendrons. Et donc, tout en vous critiquant ces quelques médias, parce que le jour où Steve Mbikaï était installé comme porte-parole, vous avez fait l'apologie des gens qui ont cassé, pillé les 19, le 20 et le 21. C'est même inscrit dans votre communiqué. Ah non, 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 ce n'est pas inscrit dans ce sens-là. Nous avons dit que le peuple a grondé ces jours-là sur, effectivement, demande de l'opposition pour ne pas accepter qu'il y ait un troisième mandat du président Kabila. Ça n'a pas été. Ceux qui ont pillé et volé, bon, moi, je ne suis pas au courant, hein, je n'ai pas assisté à cela, mais je sais que le peuple était dans la rue pour dire non au troisième mandat du président Kabila, et c'était beaucoup plus responsable pour cette population-là. Bienvenue aux consultations et dialogues dans les jours à venir. David Jolino Makelele, député provincial, porte-parole de l'UNC, chez vous c'est le nom. J'aimerais vous poser cette question, parce que pour des milliers de Congolais, je l'ai dit sans mâcher les mots, c'est Vital Kamerhe, le président de l'UNC, qui a fait avaler les mots Joseph Kabila aux Congolais. Et pourquoi aujourd'hui ces revirements, les noms à tout ce qui provient de Joseph Kabila ou de son clan ou de la majorité présidentielle? Je vous trouve trop condescendant à l'égard du président de la République. S'il n'a pas pu se former lui-même, qu'il ait pu attendre qu'on le format à cette fonction, je pense pas qu'il apprécierait ce que vous dites. Ne parlez pas en politicien, moi je vous pose une question. Oui, je vous dis, et pour le reste, les atouts dont est doté Vital Kamerhe en politique, ces atouts ont pu servir le candidat Kabila en manière telle qu'il a pu peut-être remporter cette victoire. Mais Vital Kamerhe, dois-je le dire, ne réunit pas son passé, comme le patriarche Tshisekedi ne réunit pas son passé impérien notoire. Mais le tout, et ils ont d'ailleurs des cheminements communs, ils ont chacun dit non aux avantages, à la majorité, parce que quitter une majorité pour venir dans l'opposition est quand même plus difficile que quitter l'opposition et d'aller vers la majorité. Donc, c'est ça le sens. C'est une question personnelle que vous avez posée, je viens de dire. Comment justifiez-vous votre refus catégorique de participer au dialogue? Il y a deux aspects par rapport à cette question. D'abord, nous disons dialogue pour quoi faire?
Ah, voilà. Nous avons des institutions qui fonctionnent. Nous avons voté une constitution qui est en vigueur. Cette constitution donne des prérogatives à chacune des institutions en place. Le président de la République, notamment, il a, dans ses attributions, j'allais presque dire, d'assurer le bon fonctionnement des institutions, le garant de la nation. Et en ce qui concerne le Parlement, il a pour mission de légiférer et de contrôler le gouvernement. Le gouvernement, lui, d'exécuter les politiques qu'il sollicite. Et puis, la CENI, en toute indépendance, c'est de, entre autres, procéder à l'organisation des élections dans toutes ses facettes. Alors, quand vous avez des institutions qui sont là, qui fonctionnent, que doit faire le président de la République ? Que vous fustigez il n'y a pas longtemps. Mais attendez, je vais y arriver, ça c'est un autre aspect. Mais que doit faire le président de la République, sinon que de s'assurer que ces institutions fonctionnent en toute indépendance, sans que l'une ne vienne empiéter dans les prérogatives de l'autre. Et là, qu'est-ce qu'on veut nous proposer? On veut nous proposer, j'illustre cela, la problématique du calendrier électoral. Mais ça relève au terme de loi et de la Constitution, de la CENI. Rien que de la CENI. Si vous avez des préoccupations, vous les exposez à la CENI. C'est ce que nous avons fait dans le cadre de forces politiques et sociales de l'opposition et de la diaspora. Nous avons fait nos contre-propositions auprès de la CENI. Nous avons réservé naturellement copie à l'Assemblée nationale et aux autres responsables. Mais c'est à la CENI que nous sommes adressés. Lorsque la CENI liste les contraintes, dit les contraintes financières et autres sont de l'apanage du gouvernement central, eh bien, les institutions sont là, c'est au gouvernement de montrer, ce d'autant plus qu'il est en train de parler des chiffres mirobolants, du recul de la pauvreté ou de l'augmentation des emplois au Congo, d'après ce qui s'est dit en Côte d'Ivoire, et même du cadre macroéconomique qui serait festoyant. Eh bien, il n'a qu'à sortir l'argent. L'argent, notamment, pas celui qui passe par les comptes parallèles, dénoncés par la Cour des comptes, j'ai mon rapport là-dessus, mais l'argent qui vient de la production. Et cet argent, apparemment, il n'y en a pas. Petite question, honorable. Je n'ai pas fini, je termine. Non, vous allez terminer, que je vous pose cette question. C'est de savoir, pourquoi refuser de venir en consultation, au dialogue, avec le même rapport que vous avez déposé au Parlement et ailleurs, comme vous l'aimez d'ailleurs le faire aux instances internationales étrangères, pourquoi ne pas venir chez Joseph Kabila, les lui proposer aussi, comme d'autres partis? Mais qu'est-ce qu'il en ferait? C'est ça la grande question. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions, oui ou non? S'il est là, eh bien, il n'a aucun pouvoir d'injonction vis-à-vis de la CENI. Que je sache. Maintenant, si vous voulez me dire qu'il y a une autre façon d'interpréter la Constitution, je pourrais peut-être vous suivre, mais avec des béquilles sûrement. Mais donc, je vous dis, moi, quand je lis la Constitution, je lis le fonctionnement des institutions, nos lois, je ne vois pas en quoi le président de la République peut influer sur, à moins maintenant de nous dire que de tout temps, c'est toujours lui qui a été à la manette, c'est-à-dire comme on a pu le constater à l'occasion de la clôture des concertations où il a dit qu'il souhaitait que l'élection des députés provinciaux se déroulât au suffrage universel indirect et que, annonçant cela, la CENI a dit la même chose dans sa feuille de route, à moins que cela soit la consécration de sa dépendance. Je ne vois pas, de la dépendance de la CENI, je ne vois pas comment le président de la République peut influer. Par contre, pour ce qui est de l'argent, oui, il est l'une des têtes de l'exécutif. Mais lui, l'argent ne doit pas sortir. Les comptes secrets ou les comptes parallèles, ils ne sauront pas sortir l'argent qu'il y a là-dedans, venant de la corruption. Ça, c'est un autre chapitre. Oui, on reste dans la matière, les dialogues. Mais oui, mais je vous dis seulement, c'est un des éléments, c'est j'allais presque dire le nerf de la guerre. Cet argent-là dont la CENI a besoin et dont il n'a pas encore touché 20% de ce qui était prévu, soit dans le budget 2012, où il n'a touché qu'une partie, 2013, parce que le budget est réputé pluriannuel en fonction de la loi relative aux finances publiques, eh bien, on a mis pour 300 millions accordés par le Parlement, on n'a mis que 25 millions en 2012, et puis 50 millions en 2013, et puis 65 en 2014. Donc bref, pour l'argent, c'est le gouvernement et éventuellement le président de la République. Là, je lui concède. Mais
il n'y a pas de mine où il faut creuser pour sortir l'argent. L'argent doit sortir de la production. Et nous pensions depuis longtemps que ce calendrier a été fait de manière telle qu'on puisse attraper l'opposition, appâter l'opposition, mais qu'en réalité, ils ne sont pas en mesure d'organiser les élections. Équilibre la parole. Puisqu'ils ne sont pas en mesure d'organiser ces élections, nous le savons, mieux vaut prendre les élections qui vont prendre de l'argent, coûter de l'argent alors qu'on n'en a pas, les amener en 2016, notamment les élections. Avec tous les risques qu'on vous vole la vedette, vos propositions risquent d'être données par d'autres partis, bien sûr, politiques de l'opposition. Tant mieux. Alors, Oundjianga Philippe, vous êtes un ancien ministre, vous êtes co-initiateur de cette plateforme de partis politiques ici, des accords de paix des Goma. Vous avez suivi l'UNC. Que faire? Les dialogues, pourquoi faire? Oui, merci beaucoup Mathieu. Je pense que je voulais un peu revenir sur les allégations de mon grand frère Jolino, que je juge salutaire parce que c'est la démocratie, mais je pense que à l'étape où nous sommes, nous devons quitter les appréciations fondées sur les présomptions. Étant donné que si le chef de l'État a convoqué le dialogue, c'est pour, entre autres, faire un état des lieux par rapport à ce qui est de la santé de la République. Et si l'INC considère qu'une des thématiques qui est peut-être plus importante à ce dialogue, c'est le calendrier électoral, moi je pense qu'il fait une mauvaise lecture de l'histoire de ce pays. Il fait une mauvaise lecture de la situation sécuritaire de ce pays. Parce que, comme vous le savez, c'est depuis longtemps que l'Est de la République vit vraiment dans des situations difficiles. Et aujourd'hui, l'état sécuritaire, le thermomètre indique que l'état sécuritaire maintenant de la République au niveau de l'Est laisse à désirer. S'il lui pense que l'élection, parce que c'est une contrainte constitutionnelle et que ça doit s'exécuter dans les conditions, que traverse la population de l'Est, je pense qu'il y a lieu que l'INC retourne sur la table et refaire peut-être une relecture afin de fournir un cahier de charges qui répond aux exigences, n'est-ce pas, de la population. Parce que j'ai bien lu leur cahier de charges. Lorsque l'INC exige, avant la tenue de ce dialogue, qu'on libère certaines personnalités politiques qui sont en prison, lorsque l'INC parle de la libération de son secrétaire général et il met à côté la souffrance de la population congolaise de l'Est, je pense que là, c'est nous amener à ce que nous jugions les politiciens comme étant des acteurs qui cherchent leur bien-être à Kinshasa. Parce que si vous prenez la population qui est dans le Bas-Congo, où une partie de la population vit avec des drapeaux différents de celui de la République. Si vous allez dans les Bandundu ou vers les Kassongolunda, là-bas, il y a ce que vous entendez sur les incursions et tout consort. Si nous prenons la situation de l'Est, qui, l'Ituri, avant-hier, il y a eu plus de 100 personnes qui sont emportées par ces fameux groupes armés. Si vous allez dans les Béni ou en égorge la population, où est-ce qu'on va amener ces urnes pour que cette population vote en toute quiétude? Je vous dis, Delino, que la situation qui traverse la République n'est pas bonne et le dialogue est une nécessité. Parce qu'il permettra peut-être aux acteurs politiques, aux forces vives de la nation, de s'amender par rapport aux politiques publiques mises en place. Pourquoi? Parce que si à Kinshasa, à Koutou, à Dibelenge, la population vote avec une certaine liberté, eh bien à l'Est, il suffit seulement d'être à Walungu, à Beni, dans un milieu où il y a l'activisme des groupes armés, on vous dit si tu ne votes pas tel, tu ne vas pas dormir chez toi. Moi je pense que le moment de dialogue que convoque le président de la République est important et que chaque parti politique, chaque acteur politique voudrait profiter de ce moment pour que nous puissions mettre les Congolais dans les mêmes conditions. Si les gens votent, j'avais dit, avec une certaine liberté, mais chez nous, la transparence n'est pas démise. La liberté de choix, parce que l'élection, c'est une activité qui amène un individu, n'est-ce pas, à choisir librement, dans toute sa conscience, celui qui va diriger. Monsieur Philippe, bref, il y a des choses que vous voulez dire, on sent que vous retenez. Concrètement, qu'est-ce que vous proposez? Nous avions proposé ceci, que la classe politique, que les intellectuels, que la force vive, que la société civile puissent se rencontrer pour mettre sur la table les problèmes qui guettent la République. Et la première de ces problèmes, c'est l'activisme des groupes armés à l'Est. Pourquoi? Parce que l'État a les prérogatives de rétablir la sécurité des personnes et des biens. Et aujourd'hui, cette situation n'est pas observée
dans la partie est de la République. La deuxième chose, nous avions dit, ils sont les futurs dirigeants de demain. Ils disent qu'ils doivent mettre en place des politiques qui doivent amener la République à être un lactarium, en mettant en place un programme qui s'appelle du Brésil. Mais je dis, mais quels sont les éléments de base qui vont servir à ce que l'INC puisse mettre en place ou bien mettre en œuvre ce programme? Nous devons parler de l'identification des nationaux. Parce que même pour faire ces élections, la carte d'électeur que nous disposons ici n'est pas fiable. Parce que vous le savez, tout cela qu'on vous a dialogue pour peut-être rallonger les temps, glissement peut-être. Si les acteurs politiques doivent se rencontrer pour tirer des leçons par rapport à tout ce qui a caractérisé notre gestion, je pense qu'il ne doit pas avoir. On doit parler franc. Ça, d'accord. On doit parler franc, et s'il y aura ce qu'il y aura comme glissement, s'il y aura des glissements, transitions, tout ça, eh bien, nous allons au moins une fois dire la vérité en face et que nous tous Congolais, nous puissions nous assumer. Voilà. Parce que pour nous, aller dans les élections dans des conditions pareilles, vraiment, c'est biaiser la transparence que prône notre Constitution par rapport aux élections. Qui sont Béiva pour l'AMP? Dialoguer pourquoi? C'est une question qu'on vous a posée par l'honorable Jolino. Vous savez que la majorité présidentielle, au nom de laquelle je parle ici, c'est une tradition fondée sur la raison, bien sûr, et sur la confiance dans le leadership du président de la République. Soutient toujours les initiatives du chef de l'État, et celle-ci comme toutes les autres, sans exception. Pourquoi? Parce que nous savons que le président de la République est le premier des patriotes. Son action le prouve, et ici, Philippe Oundji, avec sa liberté de ton, a dit des choses essentielles concernant, finalement, la paix avec laquelle nous voulons que les élections se passent. La paix, c'est la paix des armes, c'est la paix par rapport à la question sécuritaire à l'Est. Il a développé, parce qu'il faut qu'à Lubero, à Walikale, à Beni, à Massissi, à Ouvira, partout à l'Est, il faut que l'on vote démocratiquement, librement. Comme au Bas-Congo, il faut que l'on vote avec toute la satisfaction de l'avancement du processus démocratique, au Kasaï et partout ailleurs. Et donc cela signifie que non seulement la sécurité sur le plan, j'allais dire, militaire, institutionnel, mais sur le plan politique aussi, doit être de mise. Vous savez ce qui s'est passé ici en janvier. Il y a eu des tentatives de déstabilisation, pour ne pas dire de coup de force. Et là, le pacte républicain a été rompu en janvier, parce que des forces politiques de l'opposition se sont jetées, et c'est une faute en démocratie, dans une logique putschiste. Voilà ce qui s'est passé en janvier. Et pour cela, le président de la République, notant, j'en suis sûr, je le perçois, je le ressens, notant le risque de dérive antidémocratique de la part des uns et des autres, a jugé utile, mais vraiment de manière très judicieuse, de tendre à nouveau la main, qui était du reste toujours tendue, pour que nous puissions, je ne comprends pas, nous retrouver, je ne comprends pas les arguments de l'UNC. Je m'intéresse à l'UNC parce que c'est une des principales forces politiques de l'opposition. Comme a dit le ministre Mendé, je le répète parce que j'ai beaucoup aimé, mais enfin, pouvons-nous rater une occasion de parler du Congo quelque part, entre nous, en toute souveraineté? Vous les suppliez ou vous êtes en train de les rappeler à la raison? Non, non, je ne le supplie pas, nous sommes des adultes. Je l'en conjure, c'est différent. Je l'exhorte vraiment à comprendre que, vous l'avez dit Mathieu Kamango, les redites, quand on va à l'étranger déposer des mémos et tout, les institutions font leur travail, mais le président de la République est la première institution du pays. Avoir l'occasion de lui dire des choses en face, notamment lorsque ces consultations ici, j'ai envie d'ailleurs, sont en cours, j'ai envie de demander à monsieur Jolino, donc même pour les consultations, ils ne vont pas, le président Caméré ne va pas se rendre s'il est invité à... Vous n'allez pas vous rendre si vous êtes invité? Simplement pour être consulté par le président de la République. Parce qu'à ce moment-là, on sort du pacte républicain. Moi, je suis désolé. Ça, c'est vrai. Alors, c'est une question d'abord à vous, avant que Jolino puisse répondre. Parlons. Au nom de la paix, est-ce que vous, de l'AMP, êtes-vous prêt à une certaine flexibilité
quand par exemple au changement de certains scrutins, on aimerait voir le municipal et autres après 2020 Mais ou vous 2018. avez suivi des réflexions au niveau de la majorité présidentielle très pertinentes concernant des questions sérieuses comme le vote des nouveaux majeurs, comme la sécurisation du processus, comme finalement le report éventuel de certains scrutins. À la majorité présidentielle, nous avons pris acte du calendrier global, comme nous avions pris acte du calendrier partiel, parce que nous sommes des démocrates, nous ne voulons pas compliquer la donne. Donc nous ne sommes pas les avocats de la CENI, nous sommes des preneurs d'actes. Nous prenons acte et nous nous préparons en conséquence. C'est différent parce qu'on nous accuse souvent à tort. Et donc ici, et je termine par là, ce qui nous intéresse, c'est que le processus soit le plus consensuel possible. Nous l'avons toujours dit, mais à la majorité présidentielle, nous n'avons pas pris fait et cause pour telle ou telle position. Nous faisons confiance à l'indépendance de la CENI et nous constatons que l'opposition a des revendications maintes fois répétées. Nous disons, est-ce que le dialogue politique proposé par Joseph Kabila ne pourrait pas influencer, parce que influencer c'est respecter l'indépendance. La CENI pourrait peut-être, suite à ce consensus politique, voir dans quelle mesure elle peut régler les choses. La fiabilisation du fichier électoral, tout ça c'est des questions centrales et nous pouvons y arriver si nous trouvons un consensus politique à soumettre à la CENI. Jolino Makelele dit bien et il a raison. Il dit les institutions doivent faire leur travail, ils ont fait des propositions à la CENI dont acte, et c'est très bien. Je suis tout à fait satisfait. Je me félicite de cela. Mais je pense que ce n'est pas une raison pour refuser de parler avec les compatriotes qui sont aux responsabilités, avec le chef de l'État. Je lui pose cette question. Je crois que ce refus procède plus des émotions, procède plus, je dirais pas de quelque chose d'un peu déraisonnable. Ou d'un règlement des comptes, vous voulez dire ? Mais ça procède plus des émotions que de la grande intelligence de Vital Kamerhe et de Jolino Makelele. Je crois qu'il y a une situation émotive qu'ils doivent un peu dépasser. Ah voilà. Alors Jolino, vous allez conclure la série, mais je commence avec Jolino Makelele. Est-ce que vous n'en faites pas de trop? C'est la question de Yves. Moi, j'ai reformulé à ma manière. Un citoyen congolais, Vital Kamerhe, bien sûr ancien président de l'Assemblée nationale, président de l'UNC, convoqué pour une série de consultations. Et votre réponse? Voilà, c'est le non. Est-ce que vous n'en faites pas de trop? Avant d'y arriver, laissez-moi une seconde ramasser ce que, disons, ce que mes amis de la majorité ont dit ici. Notre ami Oundji parlant de présomption, mais nous avons connu des présomptions avant le débat sur la révision de la Constitution et les changements. Nous l'avions connu et il y a eu même des ministres qui ont dit le président, jamais le président de la République n'a parlé de réviser la Constitution. Jusqu'à ce que, et ça il n'y a pas que les juristes pour comprendre cela, jusqu'à ce qu'un conseil des ministres, parce que tel est le fondement de la matière, le conseil des ministres ait décidé de soumettre au Parlement des projets de loi portant révision de la Constitution, notamment le vote des députés provinciaux au suffrage indirect. Et ça c'est une décision qui se prend en Conseil des ministres, et les conseils des ministres présidés par le président de la République. Donc là, vous n'allez pas présenter le président de la République comme quelqu'un qui ne savait pas ce qu'il faisait. Je parle ça avec beaucoup de respect. Et donc, il n'y a pas de présomption. Nous, chat échaudé, craint l'eau froide, nous connaissons vos manières de faire. Et lorsque vous nous parlez de mauvaise lecture des institutions, mais vous n'avez qu'à prendre ces institutions, à les défendre, et notamment le président de la République. Pourquoi voulez-vous empiéter? Parce que l'objectif, c'est quoi? Ce que vous proposez là, c'est une fois que vous avez pris des décisions, alors dire à la CENI, voici ce que vous allez faire. C'est cela. Est-ce mal si ça provient d'un consensus de vous tous, classe politique? Est-ce mal? Mon cher ami, nous avons... Si nous commençons à jouer avec ce document qui s'appelle Constitution, eh bien... c'est révisable, Jolino, c'est révisable. Oui, mais le moment venu est dans les conditions prévues. Pas à travers un cénacle comme ça qui va se donner le plaisir de jouer avec ce texte-là. Les gens sont morts pour cette Constitution-là. Alors, quand on parle de la sécurité à l'Est où on ne va pas voter, c'est à croire, franchement, j'ai entendu ça, c'est à croire que les gens sont en train de laisser nos amis de Béni être tués ou l'insécurité s'installer pour justifier cette démarche-là. Le gouvernement, il est incapable par rapport à Béni. Et il y a des grands responsables qui vont là-bas, ils tournent les dos. Dès qu'ils tournent les dos,
par rapport à ce qu'ils ont promis aux habitants de Béni et tout ça, on massacre. L'autorité du gouvernement, il faut aussi dire, là, il y a la MONUSCO aussi. L'autorité, la MONUSCO, vous l'écartez déjà depuis 50 ans de casques bleus aujourd'hui. L'autorité de l'État ne s'exerce pas. Mais maintenant, si vous voulez prendre prétexte de ça pour que vous ajourniez les élections, comme je vous vois venir, libre à vous. Alors, il faut que les habitants de Béni m'écoutent très bien. En ce qui concerne la souffrance de la population. Mais écoutez, quand ils souffrent comme ça, il faut quand même qu'on envoie les gens... Il faut chuter, équilibrer la parole. Le dialogue est une nécessité. Mais vous avez attendu combien de temps, vous, la majorité, pour vous... Mais c'est pas vous, la partie de Manderès, vraiment de ces dialogues, l'UNC. Vous n'avez pas connu une autre partie de Manderès, des concertations qu'ils ont habillées en disant que c'était des dialogues? Mais les gens on est en train de faire comme si le pouvoir en place n'avait pas organisé ce qu'il a appelé le vrai dialogue, c'est-à-dire les concertations. Je vous invite à regarder les archives de votre chaîne ici pour voir qu'est-ce qu'on a dit. C'était dithyrambique, c'est qu'on avait dit des résultats des concertations. Alors d'emblée, c'était ça la panacée. Les solutions étaient trouvées. 650, 100, prioritaires, etc. Et maintenant... Parce que nous, en son temps, nous avons dit que ce n'était pas ça le dialogue. Ma question, est-ce que vous n'en faites pas de trop? Les refus d'un citoyen invité, c'est pas ça. Nous connaissons les camps majoritaires. Si c'était ça leur souhait, c'est à travers les concertations qu'ils auraient pu faire cela. C'est parce qu'ils ont les pieds dans l'eau. Ils savent qu'il leur reste 18 mois pour quitter le pouvoir parce que le peuple ne veut plus de... Ah oui, je lui parle comme je peux. 18 mois pour quitter le pouvoir et que ça arrivait trop vite. Alors ils se disent comment nous accrocher. Ils sont, j'allais presque dire, grabataires, il leur faut des béquilles. Et nous n'allons pas leur donner des béquilles. Nous irons aux élections. Pour le reste, nous ferons travailler les institutions. La CENI doit faire son travail. L'enrôlement des jeunes, le non-enrôlement des jeunes est anticonstitutionnel. La CENI doit s'assumer. Si elle ne s'assume pas, la Cour constitutionnelle est là. Et donc nous ferons tout ce qu'il faut. Et pour le reste, le fameux débauchage, nous ne sommes pas dans cette logique-là. Nous sommes constants. Et la politique, c'est l'art aussi de saisir les opportunités. Quand nous avons demandé, nous, pendant les fameuses concertations, nous avons dit qu'il faut rapporter cette ordonnance et créer un vrai dialogue. Vous vous êtes moqué de nous. Vous n'avez pas pris... Mais c'est peut-être le moment de meilleur dialogue. Mais pourquoi maintenant? C'est pas bête, mon frère. Vous faites monter les enchères maintenant. On n'est pas des idiots. On n'est pas des idiots. La question, vous nous dites pourquoi vous ne voulez plus du dialogue aujourd'hui, alors que vous en vouliez hier. Mais la question qu'on doit leur poser, pourquoi vous avez dit que les concertations c'était la panacée et qu'aujourd'hui vous vous accrochez au dialogue? J'ai une question aux amis. C'est politique, je vous dis, c'est politique. Nous n'allons pas tomber dans ce panneau-là. Ah d'accord, c'est pas pour enorgueillir l'UNC. J'aimerais commencer par vous. C'est possible ces dialogues sans l'UNC? Parce que quand on constate, c'est seulement les seuls partis vraiment qui a les noms radicaux. Vous voulez remplacer l'UDPS avec le nom? Non, il y a le MLC et l'opposition républicaine. Ça fait beaucoup de monde. Le MLC, l'UNC, l'opposition républicaine, ça fait quand même beaucoup de monde avec beaucoup de députés, beaucoup d'élus. Oui, je voudrais d'abord faire remarquer une chose. On a l'impression, par rapport à cette table ici, que les dialogues nationaux... c'est une demande ou une initiation de Joseph Kabila. Je crois que non. Pourtant non. Non, ce n'est pas lui qui initie le dialogue. Ça a été demandé aux accords d'Addis Abeba et la communauté internationale et nationale. Nous sommes tous demandeurs de ce dialogue. Donc ce n'est pas, comme disait tantôt notre ami... en face que Kabila, dans sa politique, il a toujours la main tendue aux autres. Moi, j'ai l'impression que cette main tendue, c'est tendu dans la mesure où ça lui profite à lui. C'est stratégique. C'est stratégique, quand ça lui profite. Et Jolino n'a pas tort en disant que le dialogue pouvait se passer depuis très très longtemps. Et quand le président sentait que ce n'était pas à son profit, il a plutôt convoqué les concertations, en avalant pratiquement tous les autres amis de l'opposition. Donc, Kabila n'est pas l'initiateur de dialogue auquel nous allons participer. C'est le dialogue défini par rapport aux accords d'Addis Abeba et par rapport à la demande de la communauté internationale. Pour dialoguer, ça doit être la Je vais y revenir. Mais répondez à ma question, parce qu'il y a des milliers de gens qui m'ont donné cette question à vous. Pourquoi seulement pour résoudre un problème en interne, même balayer les routes, il faut l'avis de la communauté internationale. Nous, vous savez, nous sommes de l'opposition nationaliste. Vous savez que nous sommes contre l'immixtion intempestive de la communauté internationale dans la gestion de nos problèmes internes. Mais il est vrai que le pouvoir
pouvoir en place n'agit pas en responsable, et de temps en temps, il faudra que les autres lui rappellent à l'ordre. C'est ce qui fait que, de temps en temps, le manque de confiance entre nous fait en sorte qu'on a des fois demandé que la communauté internationale vienne pour assurer tout le monde. Donc, je disais que mon ami, je crois que c'est Philippe. C'est Philippe Onge. Oui, en fait, je suis heureux et étonné parce que je voudrais qu'il soit plutôt de notre côté, parce que le propos qu'il a tenu par rapport à ce qui se passe à l'Est, dans la bouche de membres de la majorité présidentielle, ça m'étonne. Ça fait plus de 15 ans. Il est positif quand même. Oui, je le félicite. Donc, ils ont compris effectivement qu'il y a un échec patent par rapport à ces régimes. Ça fait 15 ans qu'ils sont là et rien ne s'améliore. même pour aller tranquillement aux élections, ils sont là, ils savent qu'on ne peut pas y aller naturellement sans qu'il y ait faut pas dialogue. jeter dans l'eau. Il y a des processus. En fait, c'est que je suis heureux quand même qu'ils aient compris que l'état dans lequel ils ont amené le pays aujourd'hui, nous ne pouvons pas aller aux élections comme cela sans passer par un dialogue pour qu'il y ait des élections apaisées. Mais je voudrais aussi faire une petite remarque. Je pense que la CENI, c'est un organe technique. Elle est indépendante, bien sûr, mais c'est un organe technique. Et je crois qu'elle ne peut orienter son travail que dans l'intérêt de tous. Et à ce moment-là, sûrement qu'il faut qu'elle attende que la majorité... Il y a même un membre de l'UNC là-bas. Oui, que la majorité, l'opposition et même la société civile, que tous nous mettons d'accord pour que nous présentons au niveau de la CENI des désirata qui viennent d'un consensus. C'est pourquoi le dialogue est important. Là, vous vous adressez à l'UNC? Non, pas tellement. Je sais qu'ils sont avec nous. Finalement, peut-être on pourra tous se retrouver au dialogue, qui sait. Donc, d'accord. On va revenir du côté de la majorité avec vous, Philippe Onge. Vous avez suivi les amis de l'opposition. Est-ce c'est possible, j'ai posé cette question à mon frère Rive Kisombe, de la flexibilité. Êtes-vous prêt, vous, du côté du pouvoir de la majorité, d'être flexible, d'accepter les propositions de l'opposition et de changer le calendrier électoral? C'est là aussi un des problèmes, de parler de vraies questions du troisième mandat. Êtes-vous prêt? Moi, je pense que c'est une très bonne question et que lorsqu'on va parler de flexibilité, je pense que ça devrait être réciproque. Parce que lorsque les gens vont au dialogue, c'est pour trouver un consensus sur certains points que les acteurs politiques doivent définir. Ça, c'est ma compréhension. Et que par rapport à ce que mon grand frère, je l'appelle le grand frère parce que je l'aime beaucoup, ce qu'il venait de dire, que j'avais jeté dans la mare en disant que la situation de l'Est, c'est la conséquence de la malgouvernance de la République. Et le PT que j'ai salué sincèrement, parce qu'à la sortie de ces partis, nous avions assisté à des non exponentiels à n'importe quelle position qui venait de la majorité. Mais aujourd'hui, ils ont quand même accepté de mettre sur la table ce qu'ils pensent reconstruire cette République. Et ça, c'est un courage vraiment exceptionnel. Mais par rapport à la situation de l'Est, je pense que M. Jolino, c'est lui qui détient le pouvoir. Honorable Jolino, c'est lui qui détient le pouvoir et le premier à être jaloux du pouvoir qu'il détient. Et donc, donner l'allégation selon laquelle c'est le pouvoir qui a mis en place mais la situation de l'Est, pour profiter de cela et chercher à dialoguer, je pense qu'on se trompe, parce que la question de l'Est, c'est une question qui est complexe. Il y a des facteurs endogènes et des facteurs exogènes. Étant donné que c'est là qui décide de la politique du pays, que vous allez en Europe, tout ça, ce ne sont pas les présidents qui sont là-bas, ce sont des corporations économiques qui dictent. Or, la question de l'Est, il y a des questions économiques. Vous risquez de leur donner raison de s'adresser à la communauté internationale. Non, qui dépendent des questions externes par rapport au contexte national. Voilà pourquoi la nécessité de dialoguer. Même si, je l'ai dit très bien, et je salue très bien l'initiative des Camérés, je salue très bien l'orthodoxie dans les réflexions, mais ce que je n'accepte pas chez le président Caméré avec l'INC, est que le matin, ils disent oui, le lendemain, ils disent non, et c'est pour cette raison certains acteurs politiques pensent que le virement de oui ou non est fonction de certains intérêts politiciens aussi. Qui ne cherchent pas à obtenir par rapport à un certain argumentaire. Si nous allons au lendemain de consultation de l'adjoint général Kalev, vis-à-vis des politiciens, le président Caméré avait pris le micro pour dire non, il faut dialoguer en donnant certains préalables. Mais le lendemain, lorsqu'ils sont rencontrés à Fatima, il dit non. Qu'est-ce qui s'est passé la nuit pour qu'un acteur politique comme Caméré, que moi je plaide d'ailleurs, si on peut construire le Panthéon en RDC... Vous évitez de gagner, Caméré est inconstant. Il est inconstant, je veux dire. Si on peut construire le Panthéon en RDC, au regard du travail fourni par Caméré, Caméré se trouverait au Panthéon congolais.
C'est le temple des Républicains. Mais malheureusement, ce qui se passe à l'INC, ce qui se passe dans d'autres partis politiques, laisse les acteurs politiques à réfléchir. Et c'est pour cette raison que la plateforme des partis politiques et des accords de Goma invite tout le monde à prendre le bras le corps de la situation de la République, à venir dialoguer, à mettre les choses sur la table et à déceler les causes pour qu'ensemble nous puissions faire sortir les solutions qui pourront servir de base à une démocratie transparente. D'abord, les résultats seront crédibles. Moi, je pense que j'allais ramasser en chita ce que l'ami de PT a dit. Je pense qu'encore une fois, c'est un point de vue et c'est cette divergence qui justifie la nécessité de dialogue. Voilà pourquoi, devant les choses qui guettent la République, il n'y a pas de camp. Car nous avons un seul pays, un seul peuple qui aspire au développement. Et il faut que tous qui aspirons à gérer la République, nous puissions nous inscrire dans une certaine logique d'amener une politique de gouvernance qui rassure tout le monde. Là, voilà, ça d'accord. Alors, Yves, on va conclure. Est-ce possible ces dialogues sans l'UNC, une partie des kenguistes qui auraient aussi rejoint peut-être la proposition de l'UNC? C'est possible le dialogue? Un dialogue refrain? Je ne suis pas celui qui va décider de l'issue de ces contacts préliminaires. Ça, c'est vrai. Mais je crois que le dialogue, on l'a vu aux concertations nationales, il a eu lieu, mais sans une partie importante de l'opposition, et c'était regrettable. Nous n'avons jamais dit que c'était le cadre le plus parfait en termes de représentativité. Nous n'avons jamais dit cela. Mais, s'il vous plaît, au moment où Philippe Oudji conclut en disant que le développement du pays, c'est ça notre objectif, l'amélioration des conditions de vie, eh bien, le socle institutionnel et politique, vous voyez qu'il est encore instable dans notre pays, parce que nous en sommes à parler de processus électoral, de dialogue, de problèmes. Nous espérons qu'un jour nous dépasserons tout cela. Ce sont des questions sérieuses, mais nous arriverons, parce que l'émergence, nous devons y arriver ensemble. Et l'opposition doit jouer son rôle républicain dans cet élan de reconstruction nationale, parce que là, il y a des choses qui nous tirent vers le bas, des questions politiciennes, des questions d'organisation, etc. Il faudra qu'on dépasse ce stade-là. Mais on va y arriver. Mais j'aimerais corriger 2-3 choses importantes ici qui ont été dites par Laura Makelele. Non, le président Joseph Kabila ne s'est jamais contredit en disant qu'il ne soutiendrait jamais une révision de la Constitution et que par la suite, il soutient ou il propose la révision de la Constitution sur, n'est-ce pas, le mode d'élection des députés. Non, non, non. Nous n'avons jamais soutenu la révision, la modification de l'article 220. C'était de cela qu'il s'agissait. En 2011, j'ai été rapporteur adjoint de la commission de révision constitutionnelle. Nous avons révisé la Constitution. La majorité n'a jamais dit que la Constitution était intouchable et qu'il ne fallait jamais la réviser. Le PPRD a soutenu, par exemple, la révision de la Constitution sur certains points. Il y a encore peu, notamment... de la diaspora qui doit voter aussi. Mais par contre, nous n'avons jamais, ni le PPRD, ni la majorité présidentielle, et donc ni le chef de l'État, parce que c'est notre chef de file, nous n'avons jamais soutenu la modification de l'article 220. Et donc la possibilité dans cette Constitution d'un 3e mandat, etc., de toucher à 220. Et ça, nous l'avons respecté. Tout ça n'a été que l'imagination. Mais je termine rapidement en disant que le dialogue, il est important pour le développement de notre pays, il doit être permanent. Jolino Makelele, vous l'avez suivi, il a prouvé l'état d'esprit qui est le leur et qui est marqué par l'émotivité. Maintenant, nous, on va se venger. On vous disait ça depuis longtemps. Vous n'étiez pas d'accord. Et bien maintenant, nous, c'est non. On veut plus du dialogue parce que... Mais le fait que vous l'ayez proposé avant est tout à votre honneur. Acceptez-le maintenant. Acceptez-le. Ça d'accord. Nous en sommes tous les demandeurs. Nous en sommes tous demandeurs. Ne reculez pas. Vous avez le mérite de l'avoir proposé bien avant nous. D'accord. Mieux. Un des communicateurs de la MPF qui sont bêtes, dommage, faute de temps. On est obligé d'arrêter par là. Merci à vous, Léopold Ndomba, vous êtes secrétaire national chargé de l'idéologie et des propagandes au sein du parti travailliste, et que nous remercions d'abord Steve Mbikaï qui est dans ces studios avec nous, l'honorable David Jolino Makelele, porte-parole de l'UNC, député provincial indépendant ville-province de Kinshasa, Oundjianga Philippe, ancien ministre de développement rural, co-initiateur de la plateforme de partis politiques issus des accords d'épée de Goma. Merci à vous tous d'avoir concouru à éclairer